Donc pour commencer à parler de ce sujet, je voudrais partir d'un moment, c'est un moment qui était en 2014 à Ferguson aux États-Unis, et le jeune Michael Brown sort d'une épicerie, il est avec un ami et ils viennent de faire quelques courses et puis il a emporté une petite boîte de cigares qu'il n'a pas payée. Il sort et quand il quitte le commerce, le commerçant appelle la police et c'est quasiment l'ennemi numéro un que les policiers se mettent à chasser. Plusieurs policiers donc, répondent à l'appel, notamment un, Darren Wilson, et ils trouvent Michael Brown et son ami dans la rue. Il essaie de l'intercepter, mais Michael Brown s'échappe et le policier lui tire dans le dos. Quand Michael entend les coups de feu, évidemment il est apeuré, donc il se retourne les mains en l'air, et à ce moment-là, Darren Wilson tire plusieurs balles, dont une dans la tête qui abattent donc le jeune homme qui s'apprêtait il venait de finir le lycée, il s'apprêtait à aller apprendre le métier de chauffagiste. Et son corps, donc ça se passe, il y a des logements qui sont à côté, donc la population voit, et la population elle voit surtout le corps de ce jeune qui est au sol, et les policiers qui ont un comportement qui n'est pas approprié, et ça dure très longtemps, c'est interminable. Donc évidemment, qu'est-ce qui se passe tout de suite? C'est la population elle est outragée, pas seulement la population, les Noirs en général, parce qu'ils se voient tous ou voient leur fils dans Michael Brown, et puis aussi c'est les gens qui sont sensibles au racisme, qui sont sensibles aux injustices. Donc la mobilisation elle est très rapide, elle prend très rapidement, elle est massive. Dans Ferguson, la population elle est vraiment très unie et très énervée. Très énervée, mais ça prend plusieurs formes. Évidemment, il y a les émeutes, ça brûle, mais il y a aussi les prises de parole, les militants, il y a vraiment de tout. Les gens parlent, et puis on voit d'ailleurs à ce moment-là que, quelles que soient leurs conditions sociales, ils ont une compréhension très précise de leurs conditions, et ils comprennent ce qui s'est passé, les enjeux. Il y a cette image qu'on a tous vue du jeune qui lance un cocktail Molotov. Il est en feu là, c'est une très belle image. Et c'est un jeune qui d'ailleurs, Stephen Crawford, qui est décédé depuis, parce qu'il y a 5 militants de Ferguson qui ont été assassinés. Donc lui, il en fait partie, paix à son âme. Et donc ce mouvement-là, il a une grande résonance. Même ici à Toulouse, je l'avais dit, les gens avaient manifesté comme ça, hands up, don't shoot. J'ai les mains en l'air, ne tire pas. C'était un message fort, quoi. Malgré ça, ce n'est pas l'image qui a le plus circulé de Ferguson. L'image qu'on a le plus vue mondialement, c'est cette image, je ne sais pas si vous vous souvenez, de ce policier blanc qui serre dans ses bras un petit garçon noir qui pleure. Vous vous souvenez de ça, le hug? Et cette image-là, bon, pour nous militants, elle est un peu crispante, quoi, parce qu'en fait, bon, c'est un problème politique qui est très clivé, quoi, en fait, hein, et très grave. Qui résonne aussi pour nous ici, la question des violences policières, et on nous sort ça, qui résume, voilà, c'est mièvre, voilà, plein de bons sentiments, allez, avec un câlin, tout est résolu, et puis les policiers, ça dit aussi que c'est une affaire de gentillesse, quoi, les policiers au fond de leur grande carcasse, là, il y a un petit cœur qui bat, enfin, c'est insupportable comme image. Ça va m'amener à vous parler de la destruction des communautés, c'est-à-dire comment un jeune garçon comme celui-là, qui a peut-être 12, 13 ans, comment, à ce moment-là où la communauté noire elle est tellement unie, tellement soudée derrière cette injustice, comment lui il se retrouve à serrer dans ses bras un policier blanc, il faut en passer par la destruction des communautés. Alors, moi j'ai une démarche un peu particulière, c'est que j'aime bien en fait, avec le racisme, on est souvent sur comment ça se passe dans notre vie personnel, ou alors comment ça se joue, je sais pas moi, dans la question des violences policières ou autres. Moi j'aime bien regarder un peu globalement, avec des exemples aussi, mais je trouve que la vision globale, elle nous aide elle nous donne un peu plus de force. Parce qu'ici on a une tendance, en fait, quand on prend les problèmes, c'est qu'on va vraiment les décortiquer. On va prendre une question... la question des violences policières, on va rentrer dedans et on va vraiment essayer de comprendre, et puis on va rentrer dans un niveau de détail très très pointu, et à la fin c'est tellement pointu qu'on est complètement écrasé. On se dit que si jamais on veut trouver une solution, il va falloir d'abord tout comprendre, acquérir plein de connaissances, et en fait on ne peut plus rien, quoi. C'est fini, c'est trop tard, une vie c'est pas assez. Alors que quand on regarde globalement,
On voit qu'il y a plein de gens qui sont en lutte à peu près sur les mêmes choses et que le racisme, en fait, il n'y a pas du tout de fatalité. Si on veut, on peut vraiment, on peut arriver à l'éradiquer, c'est tout à fait possible. Et je voulais parler de communauté parce que la dernière fois, je parlais de décoloniser la question des violences faites aux femmes et je pointais ça justement, le fait qu'on essaie parfois d'analyser la condition des femmes non blanches en l'isolant de la question des hommes, et de la répression sur les hommes, et de la question des enfants, et de la communauté. Or, une partie de notre problème à nous, c'est que les communautés se défont. Et quand il n'y a plus la communauté, les solidarités, les luttes, la protection, elle est moins forte. Donc on est plus exposé aux violences, les violences de la part de l'État, et puis les violences de la part de la société. On a moins de protection, donc on ne peut pas juste parler de la question des femmes comme ça et pas du reste. Donc c'est pour ça que je voulais parler vraiment de la question des communautés. Les communautés pour moi c'est, en fait c'est tous les ensembles où les gens se reconnaissent mutuellement et où il y a un sentiment d'appartenance. Donc une communauté elle peut être locale, un quartier, à l'échelle d'un quartier, on se connaît, on connaît les uns les autres, on arrive à se situer. Et on n'a pas forcément des activités en commun, mais on peut avoir une histoire en commun. Ici, le Mirail, il a des grandes dates dans son histoire dans lesquelles tous les habitants se reconnaissent. Alors ça peut être local, Bagdad par exemple, ici à Toulouse, les gens qui habitent Bagdad, ils savent où c'est Bagdad, et ils savent ce que ça recouvre. À l'extérieur, on ne sait pas forcément, donc c'est une communauté qui s'est même donné un nom. La communauté, elle peut avoir une base religieuse aussi. Je sais pas moi, les pentecôtistes à Toulouse, ils se connaissent les uns les autres, ils ont une activité en commun, peut-être qu'ils ont un calendrier aussi en commun, ils ont un sentiment d'appartenance. Et le sentiment d'appartenance, c'est aussi, par exemple, les gens de Marie-Galante. Ils sont éparpillés un peu partout dans le monde, mais c'est sûr qu'ils ont un sentiment d'appartenance, même s'ils n'ont pas grandi au pays, ou qu'ils se voient, ils vont se demander quelle famille, quel quartier, etc. Donc on se reconnaît, on a le sentiment de faire partie d'une même communauté, même si on n'appelle pas ça communauté. Je ne dirais pas que Toulouse c'est une communauté, parce que pour moi, Toulouse ou la France, c'est clivé racialement. Donc quand on pense à Toulouse, on pense qu'il y a nous et il y a les autres, il y a eux. Et du coup, je ne sens pas ce sentiment. Je me dis, si je suis en rade au bord de la route, en panne, je ne suis pas sûre que quelqu'un va se dire « Ah, c'est une Toulousaine, il faut que je l'aide, on a quelque chose en commun ». Je ne crois pas du tout. Et pourquoi c'est intéressant par rapport au racisme, la communauté, c'est parce que c'est souvent en fait, le niveau où on s'organise quand il y a une injustice. C'est-à-dire que quand la communauté est forte, et pas forcément la communauté raciale, quand la communauté est forte, ça prend vite. Ferguson, c'est ça a pris vite parce que y avait déjà du lien derrière. Mantes-la-Jolie, quand les enfants sont maltraités par la police, ça prend aussi très vite parce qu'il y a déjà une communauté qui existe, qui est organisée, les gens se connaissent. Alors du coup, la destruction des communautés, ça prend quelle forme ? Alors le Code compensatoire, qui est un livre dont je parlerai une autre fois, dit que le système raciste de suprématie blanche, dans lequel on vit maintenant, il détruit les communautés, par exemple, en rendant la nourriture et l'eau rares. Ou alors en propageant des germes et des maladies, ou bien en propageant des substances chimiques et nocives, ou bien en empoisonnant les terres et en poussant les gens à partir. Le chlordécone, ou après Gerboise bleue, dans le Sahara, il y a eu des déplacements de population. Pareil en Polynésie, après les essais nucléaires, il y a forcément eu des déplacements de population. C'est aussi la destruction par le feu. Voilà l'Amazonie, ce qu'on vient de voir. Ce sont des communautés qui vivaient, en fait, c'était leur environnement naturel. Il est détruit, donc elles vont devoir aller ailleurs. Les inondations qui sont entraînées par l'action humaine, qui vont entraîner des déplacements, les tremblements de terre, les décisions légales sur la terre et les accaparements et les tromperies pour accaparer la terre. Voilà théoriquement ce qui est dit pour les destructions de communautés. Plus concrètement, si je prends des exemples, ça va être la rénovation urbaine. On rase un quartier, on rase une barre, ça veut dire qu'on va
dispatcher la population. L'accaparement de terres, c'est ce qui se passe en ce moment en Haïti, et pas seulement en Haïti, hein, par exemple. Le gouvernement chasse les paysans et vend les terres aux multinationales. La gentrification. Alors ici, on a le choix hein, avec les quartiers, donc pour ceux qui ont connu Toulouse il y a longtemps, ça vaut le coup de dire qu'aujourd'hui, à Arnaud-Bernard, on peut manger des truffes, et rue Bayard, on peut manger des crustacés. La ville a changé. Non, mais en vrai, donc Saint-Georges, peu de gens le savent, mais avant d'être ce centre commercial, en dessous, il y avait un quartier populaire avec beaucoup de vieux immigrés. Et donc, c'était vraiment un quartier. Il a été rasé, remplacé par ce centre commercial clinquant. Arnaud-Bernard, ben, c'est pas arrivé en un jour. Hein. Il y a 20 ans, c'était un petit poumon économique arabe et culturel, économique et culturel. Je veux dire, il y avait des boutiques, mais il y avait aussi de la vie, des musiciens, etc. Alors, plusieurs années de harcèlement par la mairie qui fait tout pour récupérer les commerces. On appelle ça mixité, mais bon, on pourrait donner à ça un autre nom. Donc, harcèlement économique, harcèlement immobilier, c'est-à-dire que dès qu'un immeuble est libre, voilà, on intervient pour s'assurer que c'est la bonne population qui va aller dedans, pareil que les commerces. Et puis harcèlement policier, je veux dire le camion qui est là chaque jour depuis des années et qui envoie un certain message à la population localement. Le petit marché qui avait été marché aux fripes, qui avait été supprimé. Et puis après, les discours des politiques, hein, comme Cohen qui avait raconté que c'était le quartier où il y avait du blanchiment d'argent. Voilà, non, c'est pas ça, Arnaud-Bernard. Donc et puis le harcèlement pendant la période de Ramadan. En fait, il y a beaucoup de commerçants qui ont jeté l'éponge parce que c'est invivable, quoi. Donc ça, c'est une vraie politique de destruction d'une communauté et on la dispatche. Arnaud-Bernard, rue de la République, ça a été un peu la même chose, et Bayard c'est fait. Hein. Et donc, on peut même dire que c'est un peu les politiques de logement, les politiques d'organisation de la population qui font ça, qui détruisent les communautés. On sait qu'ici, ça a été documenté, la ségrégation dans l'attribution des HLM. Il y avait cet article de Emmanuel Riondé dans Mediapart qui l'a documenté, c'était une réalité. Mélangée, ils appellent ça mixité, mélangée. Et puis, à l'image de ce qui s'est passé à Arnaud-Bernard, c'est souvent un dynamisme économique qui se construit sur les cendres d'un dynamisme économique non blanc. Alors Arnaud-Bernard, c'était pas Manhattan, hein, c'était dynamique économiquement, mais à petite échelle. Et c'est ça qui a été détruit et qui est problématique. Mais ça se passe tout le temps, en fait, dans ce système raciste. Central Park, avant d'être ce parc où les Américains vont faire le footing et écouter des concerts, c'était un poumon économique nord-américain, avec le Seneca Village, et on l'appelait le Manhattan nord-américain, il y a longtemps. Même chose, rasé, et par-dessus on construit quelque chose avec un autre sens. Et puis c'est aussi toutes les politiques de logement qui mettent les gens dans des conditions où soit ils ont peur de leur environnement. Par exemple, oui, je ne vais pas laisser mes enfants aller jouer en bas parce que j'ai peur. Donc c'est vraiment pas des endroits où on va créer du lien, on va créer des choses ensemble, collectives. Donc tout ce qui est le mal logement, les logements qui sont impropres à l'éducation des enfants. Et puis aussi, à Toulouse, ce qui était flagrant ici, c'est l'absence de lieux pour se réunir. Donc ici, pour les non-blancs, c'est vraiment pour les non-blancs, donc spécifiquement dans les quartiers, avoir une salle et y faire ce qu'on veut sans rendre compte, c'est mission impossible, vraiment. Il faut passer par plein de démarches, on va dire, administratives, mais ce n'est pas le cas partout. Il existe plein d'endroits où on va donner aux jeunes un lieu qui est ouvert et où qu'ils peuvent investir comme ils veulent, quoi. Donc c'est empêcher ces regroupements, ou s'ils ont lieu, s'assurer que c'est sous surveillance. Et puis, alors que, par exemple, quand les Pieds Noirs sont arrivés dans les années 60, on leur a donné cette belle maison au centre-ville, où ils pouvaient avoir une activité culturelle,
où ils pouvaient se réunir, activités associatives, organiser des expositions, etc. Et elle était justement à Saint-Georges. Quand on est à Saint-Georges, il y a l'entrée principale, on va un petit peu à gauche, et là il y a une petite maison qui est maintenant, alors ça fait pas très longtemps qu'elle a été récupérée par la municipalité et mise à disposition de tout le monde. Maintenant c'est un genre de maison de la citoyenneté, mais avant c'était, jusqu'à il y a quelques années, c'était la maison des Pieds Noirs ici, des rapatriés, ici à Toulouse, et c'était assez incroyable. Après l'idée c'est pas de dire qu'il fallait pas leur donner ça, mais qu'on reconnaît l'importance pour une communauté qui est déracinée d'avoir un lieu à elle où elle peut construire du commun. Et puis, ce sont les pratiques collectives qui sont criminalisées. Par exemple, on avait, il y a quelques années, les regroupements en bas des blocs. Quand on habite en appartement, se regrouper, on ne peut pas le faire dans une salle, on le fait en bas de l'immeuble. Et ça, même, c'est un délit, alors. Et c'est aussi assez flagrant pour l'islam et tout ce délire autour des prières de rue. C'est vraiment ça, l'activité collective, communautaire qui est interdite. Et du coup, c'est vraiment impressionnant de voir comment les musulmans, ils résistent à ça, ils arrivent à construire. On a cette mosquée magnifique à Ampalo, on en a une deuxième au Mirail. Enfin voilà, malgré ça, les gens résistent et arrivent quand même à construire du commun, ça c'est vraiment extra. La destruction des communautés, elle peut être indirecte aussi, c'est-à-dire un genre d'action préventive. C'est un peu idéologique. Par exemple, l'impérialisme culturel pour exporter le mode de vie occidental. Ici, quand on est ici, on ne s'en rend pas forcément compte, mais tout ce qui est exporté, le mode de vie d'ici, via les programmes télé par exemple, ou maintenant les programmes internet, mais pendant un temps, il y avait une grosse politique d'exportation des séries et des films vers le sud, parce qu'en fait, on exporte notre mode de vie, on sait que les jeunes, il y a une certaine jeunesse dans le sud qui est vraiment très preneuse de ça. Et d'ailleurs, par exemple, il existe une version gabonaise de l'émission Parents mode d'emploi qui passe à la télé. Voilà. C'est aussi économique. Alors un exemple parmi des milliers, c'est le groupe Zara qui annonce un peu triomphant comme ça que la marque de vêtements part à la conquête de l'Afrique et que d'ici 2020, elle sera dans tous les pays avec ses 8 marques. C'est aussi les mœurs. Côté mœurs, c'est-à-dire toute la politique de chantage économique à l'adoption du mariage pour les personnes de même sexe, c'est-à-dire si vous ne faites pas ça, on enlèvera telle aide, telle subvention. Et puis une autre facette de la destruction des communautés, c'est les politiques centrées sur la natalité, la procréation. Par exemple, les politiques de contrôle de la reproduction des femmes non blanches, avec la promotion de l'avortement, les stérilisations directes ou indirectes. Alors, stérilisation indirecte, c'est les produits cosmétiques hyper consommés par les femmes noires. 80% de ces produits contiennent des substances qui ont été reliées au cancer, à l'obésité et à l'infertilité. Des politiques abandonnistes, c'est-à-dire mettre les femmes et les familles dans des situations telles qu'à un moment donné, la seule solution, c'est de se séparer des enfants, de les confier. Et ces politiques sur la natalité, elles ne concernent pas que les femmes, en fait, elles concernent les hommes aussi. Alors je prends un exemple, là, américain, c'était des détenus à qui on a dit, si vous acceptez la vasectomie, ou une contraception, on vous réduit la peine de 30 jours de détention. Mais je pense que pour les hommes, ça va être moins visible parce que c'est très en amont, c'est toute la criminalisation de la masculinité non blanche. C'est-à-dire qu'être un homme non blanc, c'est pas encouragé. Excusez-moi de te couper, mais ouais. Quelle réaction il y a eu à ça? Parce que moi je trouve ça hallucinant. De dire à des gens, acceptez la vasectomie et vous aurez une remise de peine, c'est complètement... il y a eu une réaction face à ça ou...
Alors pas à ma connaissance, mais je pense quand même que ça, puisque ça a fait, il y a eu quelques articles dans la presse, je pense que ça a choqué. Après, c'est vraiment tordu parce que quand on est en prison, en fait, on est vraiment aux abois, on réfléchit pas forcément tous les enjeux. En fait, on est dans parfois l'urgence de sortir, quoi. Donc c'est vraiment particulièrement tordu. Mais les stérilisations de femmes à leur insu, de femmes prisonnières, ça c'est banal. Enfin, je veux dire, ça a été fait sur les femmes noires américaines, les femmes amérindiennes. Enfin, voilà, ça c'est assez banal. Et dernier aspect de la destruction des communautés sur lequel je reviendrai en détail, c'est tout ce qui va viser la jeunesse. Et je pense vraiment que pour le système raciste, c'est un endroit très intéressant où on va pouvoir commencer à mettre en place un conditionnement. Plus on prend les jeunes tôt, plus on peut leur façonner un peu l'esprit pour qu'ils soient sages dans la vie et pas trop revendicatifs. Donc par exemple, c'est Macron qui rend l'école obligatoire à partir de 3 ans. Il faut que l'école républicaine, qui s'avise, voilà, que l'école républicaine prenne en main les gamins le plus tôt possible. Mais dans le même temps, on a cette école musulmane ici à Toulouse, voilà, qui a vécu un enfer. Or le projet, une école privée, ça n'a rien d'exceptionnel en France. Et le projet était juste d'apporter une autre forme d'éducation et de participer à l'éducation de la jeunesse, c'est plutôt un beau projet. Harcèlement policier et judiciaire qui a conduit à la fermeture de Al-Badr. Et puis le directeur, lui, a vécu vraiment une épreuve, je pense. Et d'ailleurs, si on veut comprendre quel est le projet de ce système pour la jeunesse non blanche, il suffit de regarder le département du 93. Parce que c'est un département qui est à majorité non blanche, et là, il a ses règles propres. En matière d'éducation, des écoles, lycées, collèges, dans un état où, avec un manque de moyens, donc que ce soit en matière d'éducation, que ce soit en matière de santé ou même d'enfance en danger, là, il y a des règles exceptionnelles. Et nous, on sait que souvent, on tombe sous le coup de l'exception. Il y a des règles pour tout le monde, et puis il y a des règles pour les non-blancs. Et donc, tout ça, ça fait que les communautés reculent. Or, quand elles reculent, il se passe une chose, c'est que les générations précédentes, les enfants d'immigrés disaient « on est pris entre deux mondes ». Maintenant, c'est un peu différent. Il ne reste quasiment plus qu'un monde. Le monde blanc, on est dedans, et ça travaille sur nous. Et on a une grosse différence avec la première génération, celle qui a émigré, c'est qu'eux, ils avaient connu la colonisation, et donc ils avaient... eux, ils connaissaient bien Bon, déjà, c'est une expérience qui est violente, donc ils avaient une idée très, très précise de leurs conditions. Ils savaient aussi qui était leur adversaire. Ils ne se racontaient pas que tout allait bien. Ils savaient qu'il y avait un danger et qu'il fallait une communauté forte ou bien des familles fortes. Et ces communautés, elles n'étaient pas forcément basées sur l'origine, elles pouvaient être linguistiques, elles pouvaient être locales. Je veux dire, il y a des gens, le quartier où ils sont arrivés, ça a été un lieu d'ancrage et ils ont construit de la communauté avec... d'ailleurs, ils le racontent souvent, il y avait les Juifs, il y avait les voilà. Donc les communautés, elles avaient plein de fondements différents. Mais régulièrement, les gens ont été dispersés. Je veux dire, quand on pense à Bagatelle, je ne sais pas si vous connaissez Bagatelle, sur 20 ans, le quartier est devenu méconnaissable. Et quand les populations elles sont dispersées, ça ne veut pas dire qu'il y a de nouvelles communautés qui se recréent à la place, parce que plus ça va, plus on est quand même dans un mode de vie très individualiste, où on ne recrée pas ça, on perd un peu ces façons de faire. Et ceux qui arrivent à rendre le plus compte de cette évolution, c'est ceux qui travaillent dans l'associatif. Ils sont éreintés. Voilà. Ceux qui essaient de faire du collectif, localement, notamment dans les quartiers, la façon qu'ils avaient de faire, elle ne produit plus du tout les mêmes résultats, et donc ils sont un peu désabusés parfois dans ce milieu. Et en plus, on a du mal à réaliser ça, parce qu'il y a les communautés virtuelles aujourd'hui qui font qu'on n'a jamais eu autant l'impression d'être dans des communautés, mais
elles n'ont pas exactement le même rôle. Et puis, parce que la communauté, c'est quand même un endroit où, par exemple, les générations vont se croiser, ça peut être ça, et où chacun prend conscience de sa place, il y a un certain ordre dans les générations, et puis on se valide mutuellement. On a une fonction, on a un statut, les jeunes peuvent avoir des modèles, voilà, des gens qui font modèle, et puis être validés, par exemple, le moment où on grandit, on devient adulte, il y a des rituels, des passages comme ça qui sont validés par l'entourage, quoi. Qu'est-ce que tu as grandi, des choses comme ça. Et en fait, quand il n'y a plus la communauté, tout ça, c'est pris en charge par la société. Et c'est pas bon signe, parce que les rituels par exemple, le rituel de passage à l'âge adulte de la société blanche, de la société dans laquelle on vit, moi je le souhaiterais pas à mon pire ennemi, hein. C'est vraiment des choses... voilà, c'est pas terrible. Donc, c'est dommage parce que... Enfin, c'est dommage. Il n'y a pas de fatalité, c'est un constat. Une fois qu'on fait un constat, on peut passer à une étape, à l'étape suivante. Mais en fait, quand les communautés sont affaiblies, finalement, il y a aussi des solidarités qui ne sont pas possibles. Mais je pense que l'intérêt principal, ça peut être d'empêcher qu'on soit fort, pour nous au moins les descendants d'immigrés, parce que si dans le sens inverse, on avait des communautés qui étaient fortes, de ceux qui sont arrivés les premiers, qui ont encore la mentalité, la force mentale, la connaissance de l'adversaire, voilà, le racisme, ils le connaissent mieux que nous, parce qu'ils l'ont vraiment, ils en ont fait une expérience très, très vive, quoi. Ça, avec les jeunes qui ont tous les codes, qui sont vraiment insérés dans la société, si on avait des communautés qui rassemblaient, qui étaient fortes, où on avait le sentiment de faire partie d'un tout, de faire partie de la même expérience, et qu'on était en solidarité ou en loyauté avec les pays d'origine, mais on serait immensément dangereux en fait, parce que beaucoup de politiques qui se mettent en œuvre dans nos pays d'origine, la France, elle ne pourrait plus intervenir de cette manière-là. On serait ici, fort, et en solidarité avec ceux au pays, ce serait vraiment un grand problème. Voilà pourquoi la destruction des communautés, elle est si importante. Elle fonctionne aussi avec des transferts de population. Je parle des premiers qui sont arrivés, ils sont venus construire la France. Ça veut dire qu'ils n'ont pas construit l'Algérie ou le Maroc ou le Mali. Donc aujourd'hui, c'est des pays, des villes qui pleurent la jeunesse qui est perdue en mer ou qui est dans le dénuement ici. Mais en même temps, tout ce qui incite à venir n'est pas supprimé. On continue de donner envie, je parlais des programmes tout à l'heure, on continue de donner envie de venir. Donc c'est pas prêt de s'enrayer, et ça fait une jeunesse qui est sacrifiée parce que elle pourrait mettre son énergie à construire le pays. Que disaient les jeunes Algériens en manifestant? Ils en voulaient au pouvoir de les forcer à partir. Ils disaient mais nous on veut rester, mais vous ne nous donnez pas le choix, on est obligé de partir. Mais ils partaient vraiment à contre-cœur, contrairement à l'idée reçue. Et on va prendre par exemple l'exemple de la Martinique. En 20 ans, elle a perdu un tiers de sa population à cause de cet élan-là, de cette attraction alors pas que de la métropole, hein, les Martiniquais partent dans le monde entier, mais si dans les années 60, la France était obligée de créer des politiques spécifiques, hein, elle a créé le Bumidum parce que l'emploi disparaissait, il risquait d'y avoir des révoltes, ça commençait à prendre un peu, donc ils se sont dit on va leur faire miroiter un avenir meilleur en métropole, et les jeunes vont partir, comme ça le pays va rester calme et sous contrôle. Et ils sont partis massivement, on leur a vendu du rêve, ils sont arrivés ici pour travailler sur les chantiers ou comme domestiques. Et à l'époque, voilà, il fallait leur vendre du rêve. Mais cette idée-là, elle n'a pas disparu, parce que pour perdre un tiers de sa population, eh bien, il faut vraiment plein de conditions. Des conditions au pays qui sont peut-être difficiles, où on se dit que l'avenir ne va pas se jouer ici, et donc on part. Donc c'est quand même bien des politiques qui sont décidées ici, qui détruisent, quoi, qui entraînent ces déplacements de population. Un autre exemple, c'est la hiérarchisation des savoirs. Pour le dire de manière compliquée,
avant, on passait un diplôme, je sais pas moi, un diplôme en droit public. On avait un diplôme en droit public, quel que soit l'endroit où on l'avait passé. Et puis certains préparaient des écoles prestigieuses, voilà, quand on avait fait l'ENA ou je sais pas moi, sciences politiques, bon, ça sortait de l'ordinaire. Aujourd'hui, c'est classé. C'est-à-dire mondialement, les universités sont classées. Donc si je suis à Grenoble, ça n'a pas la même valeur que si je suis à Toulouse, si je suis à... Vous voyez ? Donc ça joue déjà à l'intérieur de la France, mais ça joue aussi vis-à-vis du Sud. Donc on entend régulièrement dans le monde de l'enseignement dire voilà, bon, le diplôme du Sud, ça ne vaut rien. Donc si le diplôme ne vaut rien, dans le Sud, il faut partir. Mais on a trouvé une astuce pour racketter les étudiants étrangers qui arrivent à venir ici en leur facturant des formations beaucoup plus chères que pour les étudiants français. Mais s'ils restent au pays, c'est la même. Pourquoi ? Les universités, bon, françaises, hein, parce que je parle de celles que je connais, elles font une sorte de franchise de leur diplôme. C'est-à-dire qu'elles font des partenariats avec des écoles au pays, par exemple au Maroc, et vont apposer le logo de l'université française sur un diplôme préparé au Maroc, mais qui est, pour lequel il faut s'inscrire et payer des droits d'inscription qui sont hors de prix. Donc cette hiérarchisation, elle joue aussi à l'intérieur du Maroc. On va avoir des universités peut-être publiques, et puis des diplômes un peu privés, où on se dit, bah, si j'ai payé 3 000 €, forcément avec ça, je vais avoir un avenir d'enfer. Et le comble, c'est que on demande quand même aux gens où ils ont préparé leur diplôme. Donc si jamais ils disent qu'ils ont préparé au Maroc, bon, ça n'a pas de valeur. Donc voilà, cette hiérarchisation mondiale qui vient ce qu'ils appellent le classement de Shanghai. Hein. Chaque année, on a le classement de Shanghai a mis des universités françaises. Et on s'intéresse au haut du tableau, mais le bas du tableau, ce sont des universités et des formations qui sont tellement dévaluées que si on veut avoir un bel avenir, et ça tous les jeunes le veulent, ben, il faut partir. Et quand ils partent, c'est pour venir se faire exploiter ici. Je veux dire, un diplôme d'ingénieur obtenu en Algérie dans une très bonne université, si on vient ici, on ne deviendra pas ingénieur. On travaillera sur les chantiers à 12 € de l'heure. Donc, mais malgré ça, ça peut être un salaire intéressant. Donc voilà une facette des destructions des communautés. Une fois que celles-ci sont vraiment démantelées, l'échelon en dessous, ce sont les familles, détruire les familles. Les destructions de familles, ça commence par les séparations forcées. Alors on en parle beaucoup aujourd'hui avec ce qui se passe aux États-Unis, hein, la politique de tolérance zéro, avec le gouvernement de Trump, par exemple, qui enferme les femmes immigrantes enceintes. Et puis quand l'enfant naît, on leur enlève l'enfant, on le confie au service, au département de la famille. Alors ils appellent ça service de protection. Et si elles sont libérées, si jamais elles sont libérées, pour récupérer le bébé, il va falloir faire des démarches administratives qui sont très complexes. Donc c'est un parcours semé d'embûches. Et puis si elles ne sont pas libérées, l'enfant est perdu. Ce sont aussi les enfants qui sont enlevés sur des motifs variés, enlevés à ses parents interceptés. Et donc, il suffit que tel parent ait un délit sur le casier, même s'il a un document qui dit qu'il veut confier l'enfant à sa mère, à sa cousine, à sa tante, l'État va quand même récupérer le gamin et le confier en adoption, ou bien l'enfermer, puisqu'il y a des enfants actuellement qui sont enfermés aux États-Unis. Et en mai 2019, des médecins financés par des ONG sont allés ont obtenu de pouvoir les rencontrer, les ausculter, enfin voilà. Et donc évidemment ils ont constaté beaucoup de mauvais traitements parce qu'ils sont des enfants qui peuvent être très 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 jeunes, qui sont sans les parents et qui sont traités comme des adultes dans des lieux de détention prévus pour des adultes. Et ça, ces politiques familiales, je ne sais pas comment le dire vis-à-vis des non-blancs, cette démolition des familles, ça a toujours existé. Ça, c'est vraiment quelque chose de très constant. Il y avait ces enfants amérindiens arrachés aux familles. Ça a fonctionné jusque dans les années 60.
Et d'ailleurs, on a un travail important qui est fait justement par ces communautés pour rattraper les dommages, en fait, qui ont été occasionnés sur ces gens qui sont un peu démolis, quoi. Il y a eu la même chose en Australie. Ça a été très massif. Et donc, si on prend toute la nation blanche mondialement, il y a vraiment énormément d'exemples. Moi, je reviens souvent à la période de la mise en esclavage des Africains déportés dans les Amériques. Pourquoi ? Parce que c'est un moment où, en fait, le système raciste, il n'avait aucune pudeur. Il mettait tout par écrit. Mais vraiment, le code noir, ils l'ont mis par écrit. C'est quand même incroyable. Donc tout ce qui faisait, les règles, les sanctions, etc., on a accès à ça. Et je trouve que c'est vraiment instructif. Et par exemple, en matière de famille, déjà les gens n'avaient pas le droit de se marier puisqu'ils n'avaient pas de droit humain. Donc ils ne pouvaient pas se marier, ils ne pouvaient pas contracter. Et et pendant l'esclavage, les gens avaient, en fait, ils avaient la menace perpétuelle d'être séparés. Ça pouvait être par la vente d'un des membres de la famille. Ça pouvait être un partage d'héritage, par exemple. Et les propriétaires européens, les colons européens, eux, par contre, ils organisaient les unions. Donc ils avaient ce pouvoir-là, y compris d'organiser des unions contre nature dans un souci de productivité. Et disperser les gens, interdire les regroupements, par exemple dans les Antilles, Martinique, Guadeloupe, donc les interdictions de regroupement, c'était quelque chose d'important et il y a des pratiques culturelles qui sont nées pour surmonter ça, c'est-à-dire arriver à faire du commun malgré les interdictions et sans mettre sa vie en danger. Et ça, c'est vraiment très beau. Si on prend un exemple, Frédéric Douglass, lui, il n'a jamais su qui était son père, mais il avait entendu chuchoter que c'était le propriétaire qui était son géniteur. Et de cette pratique-là, des propriétaires, est née l'insulte « motherfucker », qui était en fait une manière de ne jamais appeler père ces violeurs qui violaient pour créer une descendance, mais aussi pour briser les familles physiquement et psychologiquement. Et donc Frédéric Douglass, lui, il a raconté qu'on séparait les nouveau-nés des mères, des parents, pour que surtout ne naisse pas l'affection entre eux. Et les abolitionnistes, c'était un de leurs arguments au début de leur combat, c'était combattre la destruction des familles. Et quand donc l'esclavage a été aboli, après toutes ces résistances, les gens ont entrepris de se retrouver mutuellement. Donc il y avait des annonces qui circulaient. Il y avait le bureau des affranchis aussi qui se chargeait de passer les annonces. Un tel cherchait un frère, une mère, un enfant. Et les gens retournaient aussi sur les endroits où ils avaient été vendus dans l'espoir de retrouver la trace d'un membre de leur famille. Et ce qui est vraiment impressionnant du coup, parce que c'est extrêmement violent ça quand on y pense, c'est que la famille c'est resté quelque chose d'important. Les gens ont continué à partir soit d'un lopin de terre, les gens ont continué à bâtir en fait, bâtir une famille, bâtir une descendance, construire du commun. Il y a des communautés qui ont été créées et préserver le lien aussi, quelles que soient les conditions, y compris à distance. Et ça, je trouve que c'est fascinant en fait, cette force de vie, de toujours miser sur le futur. Et vraiment, ça force le respect parce que les conditions qui sont imposées, elles ont beau être très dures, on trouve toujours une solution pour l'éducation et pour créer et soutenir la vie, quoi. Maintenant, malheureusement, pour le cas des afrodescendants, quand on a été immergé pendant tellement longtemps dans un monde avec des règles où les règles humaines les plus élémentaires sont bafouées, on reste marqué. Et donc, il y a plusieurs communautés afrodescendantes qui font encore face au défi de libérer la famille de certaines pratiques en fait, qui ont été introduites par le système raciste et dont il est difficile non seulement il est difficile de se séparer, mais parfois même on les intègre, c'est-à-dire
On se met à dire qu'elles nous appartiennent, qu'on a toujours fait comme ça. C'est pas propre aux afrodescendants, les colonisés aussi ont ce problème. Tel peuple va dire, oh bah nous on est un peuple en colère. Non, en fait la colère elle est une réaction au colonialisme et c'est pas un trait, c'est pas un projet d'être en colère. Mais c'est aussi, par exemple, la chicotte. Ouais, on va dire, la chicotte, c'est de chez nous. Non. La chicotte, c'est une forme de fouet pour se faire respecter des enfants, en fait, pour faire obéir les enfants. Donc, bon, je ne rentre pas dans les détails par rapport à ça, mais parfois on revendique des choses qui nous appartiennent, en réalité pas du tout. Et cette force de vie, elle existe aussi en Palestine. Les familles, les parents, les pères, les mères, les enfants aussi, il y en a 200 actuellement en prison. Les familles sont vraiment démolies, détruites, et pourtant la vie est là. Les Palestiniens continuent de miser sur la jeunesse. Enfin, cette jeunesse est vraiment belle et forte. Elle incarne en plus le combat des Palestiniens. Donc, et les séparations de famille, c'est aussi ici les enfants en centre pour mineurs. Donc les travailleurs sociaux, ils sont tellement abattus dans l'exercice de leur métier que bon, ils ne se battent plus pour ça, mais bon, ça reste un problème quand même, les centres pour mineurs. Les centres de rétention, ici c'est assez normal par exemple d'expulser un parent et de laisser les enfants ici. Mais c'est pas le cas dans tous les pays. Par exemple, le Royaume-Uni et puis l'Irlande reconnaissent le droit d'une famille à être réunie. Ici, pas du tout. Et puis ce sont les mineurs isolés que la France veut à tout prix traiter comme des adultes. Elle les met systématiquement dans la situation d'adultes. Et quand ils ne sont pas à la rue, c'est parfois l'ASE dans certains départements qui les met dans des hôtels un peu miteux avec aucun suivi éducatif. Et ils se retrouvent plongés dans un environnement, bon, déjà qu'ils ne connaissent pas, ils ne sont pas chez eux, dans un environnement de difficulté qui leur est fatal, parce que quand on est isolé, quand on est non-blanc isolé, tout seul, on meurt. On meurt soit physiquement, soit on a l'âme qui meurt par la drogue, la violence, le suicide. Et il y a 2 jeunes, paix à leur âme, qui sont morts d'une overdose comme ça au mois de juin dernier, parce qu'ils étaient dans un hôtel où ils avaient accès à... Ils étaient tout seuls, sans suivi, alors qu'au départ, quand ils partent, ils viennent chercher un avenir. Et ça, quand on n'a plus le sens d'apprécier ça, de reconnaître ça, chez un mineur, enfin, on n'a plus rien en fait. En tant que société, on n'a plus rien. Et puis alors, on ne parle pas des familles ici. Voilà, faire famille quand on est à la rue, avec les enfants qui dorment à la rue, comme on voit à Toulouse depuis, je sais pas, 2-3 ans. Voilà. Les transferts d'enfants. Il y a aussi les transferts d'enfants. La France a fait ça, par exemple, avec les enfants réunionnais des années 80 aux années 60. Ça a concerné 2000 personnes à peu près qui n'étaient pas forcément abandonnées, qui pouvaient avoir tous les âges et qui étaient immatriculés de force, donc déportés, immatriculés de force. Et donc, Debré, toujours le Debré du Bumidum, voulait repeupler des zones de la France qui étaient dépeuplées, comme la Creuse, la Lozère, les Pyrénées-Orientales, etc. Et donc ces enfants, on leur promettait, à certains, on leur promettait un avenir. Il y en a une comme ça qui avait 14 ans, elle était orpheline, et on lui a dit, en France, tu feras des études, donc forcément elle est partie, et tu pourras revenir quand tu veux. Puis quand elle est arrivée, évidemment, les études, c'était 1 heure par jour. Après, c'était apprendre les travaux ménagers pour devenir domestique. Et puis, comment revenir. Donc, ils ont été déracinés. Ils ont été coupés de leur famille. Alors que l'intérêt, si ça avait été pour leur bien à eux, ça aurait été de les laisser là où ils étaient. Déjà, de ne pas étrangler le territoire de la Réunion pour que les gens ne se trouvent pas dans des situations où ils sont obligés de confier leur enfant. Mais bon, c'était pas le projet. Donc on voit ce transfert d'enfants asséché d'un côté pour pousser les gens à mettre les gens dans une situation telle qu'ils n'ont plus d'autre choix que de confier leur enfant. Et puis de l'autre côté, ça bénéficie soit là pour de la main-d'œuvre, donc dans des fermes, c'était beaucoup ça, avec des histoires un peu vraiment, vraiment moches.
Et puis, soit c'est dans des conditions meilleures, donc le système d'adoption français avec des enfants qui viennent parfois des quatre coins du monde. Alors on sait que c'est pas égal ces histoires de transfert d'enfants parce que ici on reçoit des enfants qui viennent d'Haïti, d'Éthiopie, du Vietnam, etc. Mais jamais on accepterait que des enfants d'ici partent pour être élevés au Vietnam, en Haïti. Jamais. Donc bon, après ça se fait en général dans des conditions transparentes pour ce qui est de l'adoption, mais pas toujours. Donc c'est le cas des Sri Lankais qui aujourd'hui ils ont tous à peu près, oui je pense, une vingtaine, une trentaine d'années. Et en fait, leur adoption s'est faite à partir d'un trafic de bébés. Des gens peu scrupuleux, dont certains un peu proches du gouvernement, ont vu en fait quand l'adoption s'est ouverte, une manne, voilà, un marché de l'argent à se faire. Et donc soit ils ont fait pression, soit ils ont volé les bébés aux familles pour les confier en adoption et les gens ne savaient pas qu'il y avait un vol, enfin ils étaient en confiance. Soit carrément ce sont des fermes à bébés qui ont été mises en place, donc avec des bébés voilà, pour quelques milliers d'euros. Alors j'en parlerai tout à l'heure, aujourd'hui ça peut se normaliser. Moi, ça me choque, les fermes à bébés. Et d'ailleurs, les gens qui sont concernés, c'est Sri Lankais qui aujourd'hui s'organisent donc, pour retrouver la trace de leurs proches au pays. Eh bien, ils n'ont pas aimé l'expérience non plus, en fait. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? L'une d'elles dit, par exemple, ce qui me choque le plus dans l'ensemble, c'est d'avoir été une marchandise. Voilà. Et ça, ces transferts d'enfants, Hitler l'a déjà fait. Pendant le Troisième Reich, il y avait plusieurs centaines d'enfants polonais qui passaient pour rien, donc qui ont été enlevés à leur famille et confiés à des familles du Troisième Reich. Donc tout ça, voilà. Ça c'est le système raciste qui fait ça vraiment, où on peut désacraliser le lien de l'enfant à ses parents. Et puis on peut aussi déshumaniser l'enfant à naître parce qu'il devient une espèce de commodité, quoi. Et une fois qu'il est une commodité, on peut le transférer, le transporter sans que ça pose de questions morales. On se met à réfléchir en termes d'offres et de demandes. Et donc je pense que cette notion-là, elle est vraiment au cœur, cette notion de commodité, parce que aujourd'hui, elle se pose vraiment avec les questions donc, de PMA et de GPA. Donc pour les non-blancs, quel que soit le type de famille, dans tous les cas, bâtir une famille, c'est jamais quelque chose qui est encouragé. Voilà. Ça peut l'être quand il y a un gain à en tirer, comme là c'était le cas au Sri Lanka, mais cette manière de ne pas encourager la famille chez les non-blancs, on la voit par exemple avec les stérilisations. C'est pas que au passé, j'en parlais pour les détenus aux États-Unis, mais c'est aussi, il y a eu les Réunionnaises, Françoise Vergès en a parlé dans son livre, là, Le ventre des femmes, les Réunionnaises qui étaient stérilisées pendant que ici les femmes se battaient pour obtenir le droit à l'avortement. Mais c'est aussi en ce moment, en Palestine occupée, le gouvernement israélien vient seulement de reconnaître que les stérilisations massives des Éthiopiennes ont eu lieu depuis des années. C'était pas coordonné, mais c'était pratiqué par les médecins à droite et à gauche sur le territoire. Et ça a été tellement massif, ces stérilisations, donc à leur insu, que dans la communauté éthiopienne, le taux de natalité a chuté. Et voilà, ce pays donc, colonisateur qui se donne comme critère de citoyenneté la judéité, ces Éthiopiennes sont juives, mais leur judéité était remise en question parce qu'elles étaient noires. Donc je donnais l'exemple tout à l'heure voilà, des hommes aussi concernés avec ces histoires-là de chantage un peu malsain. Alors c'est quoi la motivation profonde? Il y a quelqu'un qui s'est penché dessus, il fallait un psychiatre pour analyser ça un petit peu. C'est Frances Cress Welsing. Elle est devenue psychiatre dans les années 60.
Et elle était noire américaine, ses parents lui ont dit tu pourras faire des études, c'était un peu exceptionnel quand même pour l'époque, tu pourras faire des études si tes études bénéficient à la communauté. Alors, elle devient psychiatre, elle se dit qu'est-ce que je vais faire. Elle se trouve dans les hôpitaux psychiatriques à voir beaucoup de patients noirs. Et quand elle commence à travailler avec eux, quelque chose lui saute aux yeux, c'est qu'ils souffrent du racisme en fait. À la racine de beaucoup de leurs désordres psychiques, il y a le racisme. Et ça va complètement changer sa vie. Elle va consacrer toute sa vie à essayer de comprendre le fonctionnement du racisme. Alors, en tant que psychiatre, c'est-à-dire qu'elle va questionner un peu les motivations profondes, et puis aussi du côté de la technique. Par exemple, elle va aller en Allemagne, parce qu'elle